Bon, écoutez, on aborde tout de suite le vif du sujet. Alors, j'ai choisi de vous parler de l'Antiquité tardive, de la Provence et du Var, dans l'ordre inverse, c'est-à-dire le Var dans la Provence de l'Antiquité tardive. Pour aujourd'hui, l'idée première, c'est de vous parler évidemment de ce que c'est que l'Antiquité tardive. Et l'Antiquité tardive, c'est quelque chose qui, pendant des années, a été inconnu. Pourquoi? Parce qu'on parlait toujours de bas empire. On entendait toujours parler de bas empire. Bas empire, il y avait le haut empire et le bas empire. Le haut empire, c'était la belle époque. Avant ça, c'était la République. Le haut empire, c'était la belle époque. Le bas empire, vous comprenez tout de suite que c'est, on dit le bas Moyen-Âge aussi, etc., etc. Et là, c'était exactement pareil, où nous avons donc une phase transitoire entre l'Antiquité stricto sensu et le Moyen-Âge, qu'on appelle l'Antiquité tardive maintenant, qu'on appelait donc le bas Moyen-Âge, ou plutôt, pardon, excusez-moi, le bas Empire, à une autre époque, avec toujours l'idée d'une période qui n'était pas belle, qui ne donnait pas un art fantastique, quelque chose qui était souvent mauvais. Bien sûr, c'est une période d'invasion, bien sûr, c'est une période assez triste, c'est une période où il y a beaucoup de massacres, etc., etc., parfois exagérés, d'ailleurs, pour reconnaître, quand on regarde les choses sur le terrain, vous verrez que c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors, décadence romaine ou Antiquité tardive, il ne faudrait quand même pas oublier une chose, c'est que, entre l'époque qui nous intéresse, la belle époque de Cicéron, par exemple, et celle-ci, nous rencontrons quand même un personnage à cette époque-là qui s'appelle Saint Augustin, Grégoire de Tours. Ce ne sont pas n'importe qui comme personnage. C'est eux qui ont transformé une grande partie de notre mentalité occidentale. Ne l'oubliez jamais ça. Donc, dire bas empire quand on a Saint Augustin, ça fait un petit peu déplacé. Hein. C'est toujours l'empire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les choses là-dessus ne sont pas aussi simples et aussi faciles à jouer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Entre Cicéron, qui lui écrivait et lisait sur un volumen, alors le volumen ou volumen si vous prenez, puisque le V n'existait pas en tant que tel, c'était un U. Hein. Bien, je vais vous le montrer. Hein. Alors vous avez ici, alors ça c'est quelque chose d'ambigu, c'est pas ce que c'est ce truc-là. Hein. Bon, et quand je l'ouvre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, vous avez un volumen. Voilà. Ça, c'est l'évangile selon Saint Jean. Et ça vient d'Éthiopie. C'est copte. Et c'est fait sur parchemin. Donc, en fait, voilà ce que c'est qu'un volumen. Alors, vous comprenez fort bien que quand il s'agissait de petits textes comme ça, à la limite, ça ne posait pas de gros problèmes. Mais dès qu'il s'agissait d'un texte un peu plus grand, un peu plus vaste, imaginez par exemple l'œuvre de Saint Augustin. C'était impossible. Eh bien, c'est dans cette époque, ce qu'on appelle donc l'Antiquité tardive, qu'on voit apparaître ce qu'on appelle le volumen, le codex. Et le codex, c'est simplement notre bouquin. Tout simplement. Là, c'est un vrai bouquin parce qu'il est fait en peau de bouc. Hein, puisque bouquin, ça vient de peau de bouc, ça donne bouc en anglais, mais en français, c'est bouquin quand même. Hein. N'oubliez pas. Alors nous, c'est plutôt dévalorisé comme terme. Mais c'est bien pourtant ça, c'est fait en peau de mouton, tout simplement, hein, en velin quelquefois, quand c'est de très papier qui est de très grande qualité. Mais vous en avez un ici, qui a été fait à l'époque de Louis XIV, mais il n'empêche que il est à peu près semblable à ce qu'on peut trouver dans l'Antiquité. Je peux vous amener, ils font partie de ma collection, mais c'est quand même des ouvrages, l'un ramené par ma fille d'Éthiopie, et l'autre venant de ma collection privée. Voilà. Ce sont ces documents-là qui montrent la différence déjà de concept. Au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, on écrit sur un codex, comme on écrit sur un volume, mais en contrepartie, c'est hautement plus facile de gérer ça. Imaginez le nombre de pages qu'il y a dedans, il y a quand même presque 600 pages là. Alors que dans le codex, je vous l'ai montré, essayez de faire 600 pages avec ça.
le nombre de volumes qu'il faut. Et c'est ça, en fait, le problème. Quand on dit volume, aujourd'hui, on parle de ça, mais le volume, c'est ça, parce que ça fait des volts, tout simplement. Voilà, je tenais à dire cette petite précision dès le départ. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, parce qu'il faut un petit peu de temps en parlant, mais je crois que c'est une manière d'accrocher aussi qui est quand même symptomatique, parce que c'est une période, malgré tout, très intéressante. Voilà, donc le codex que je vous ai montré. Et un autre changement aussi qui se fait jour à cette époque, c'est le vêtement. Bon, on imagine toujours les grands du monde à l'époque romaine, avec la toge, etc., ces vêtements amples dans lesquels on n'est pas toujours très bien. Eh bien, avec l'Antiquité tardive, ça disparaît. Alors, ça reste pour les parades, bien sûr, pour les grands, au moment où ils reçoivent, mais ils ne sont jamais habillés comme ça, sinon. Hein. C'est un petit peu aujourd'hui quand on mettait pour les hommes un habit à coups de pied, etc. Bon. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'on voit arriver le vêtement ajusté. C'est-à-dire des pantalons, des tuniques qui servent bien, etc. Et c'est à cette époque-là que ça apparaît aussi. Donc il y a un changement notable. Ce qui fait que, en définitive, c'est une nouvelle donne qui apparaît. C'est une nouvelle période. En fait, c'est une nouvelle histoire. C'est pas l'histoire ancienne qui a changé, qui s'est modifiée, qui s'est dégradée. C'est autre chose qui apparaît. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, autre chose également, ce sont les limites de cette période. Quand cette période a-t-elle commencé? Quand est-ce que c'est fini exactement? Alors, si je me réfère simplement à Henri-Irénée Marrou, alors Henri-Irénée Marrou, le voici, Décadence romaine ou Antiquité tardive. C'est assez symptomatique, sur le livre là, il y a une erreur, il est marqué 3e, 4e siècle, alors c'est 3e, 6e qui était marqué normalement. Mais enfin, vous avez donc Henri-Irénée Marrou, pour lui, c'est 4e, 6e. Sur le livre, une petite erreur. Hein. Mais pour d'autres, et là, je prendrai par exemple Jean-Pierre Brun, dans l'ouvrage qu'il a, de sa thèse de doctorat sur le Var, en archéologie, pour lui, c'est, disons, 260-476. Il arrête à la chute de Rome. Et puis pour d'autres, je pense en particulier à la Déployée, à Draguignan, on commence bien sûr au IIIe siècle, dans le milieu du IIIe siècle, mais on finit avec le VIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a des fluctuations malgré tout, c'est normal, dans une période charnière où on n'a pas d'écrit absolument pour tout, il n'y a pas marqué à un moment donné, tiens, nous entrons dans le VIe siècle, tiens, nous entrons dans le IVe siècle. Non, c'est impossible, parce qu'on a commencé à compter en années dans un Moyen-Âge déjà très avancé. Alors inutile de chercher à trouver des dates absolues comme ça. Alors ce qui est intéressant également, c'est de parler du climat, parce que c'est une période aussi au cours de laquelle le climat joue un rôle énorme. Les glaciers, je l'ai dit, du Groenland, entre autres, et les glaciers alpins, les glaciers, les carottages qu'on a pu faire aussi bien au Canada que dans l'hémisphère sud, ou bien dans l'hémisphère nord du côté de l'Himalaya, ont montré qu'il y avait une avancée des glaciers énorme. Cette avancée des glaciers commence grosso modo vers 250 de notre ère, évidemment, donc milieu 3e siècle, et court jusqu'à 750. Pour certains, 600 pour d'autres. Bien, disons que, globalement, ce qui correspond à la période justement qui nous concerne, c'est une période de grand froid dans le nord et d'humidité dans les régions comme les nôtres, près de la Méditerranée. Donc grand froid en Sibérie, grand froid en Mongolie, etc. Et ça vous explique quoi? Une grande invasion. Quand on ne peut plus cultiver, quand on ne peut plus vivre sur la steppe, quand la neige est toujours là et qu'il y a des glaciers, et on se déplace. Et c'est toute la tribu qui part, carrément, c'est pas simplement un individu avec quelques hommes, il va faire une razzia. On n'est pas du tout à l'époque de Charlemagne, on traverse le Rhin, et on va ensuite, chez les Saxons, prendre des esclaves et revenir. C'est pas ça du tout. On est dans un contexte où le climat joue un rôle énorme. Voilà, et ça, c'est quand même un point extrêmement important. Alors, les conséquences de ce climat vont jouer sur les voies de communication, entre autres. Et tout particulièrement, dans ce secteur, alors là, je crois que c'est ça, la commande de... Oh, c'est pas grave, allez. Dans ce secteur-là, ici,
Voici la voie romaine qui va de Forum Iulii, c'est-à-dire de Fréjus, vous connaissez, hein, jusqu'à Aix, en droite ligne pratiquement. Arrivé ici, à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire en gros vers le 4e, 5e siècle, et au 6e siècle aussi, et peut-être même au-delà, ce tronçon disparaît. En contrepartie, on utilise ce tronçon-là, qui va sur Toulon. À Toulon, on peut embarquer, ou alors, par une autre voie, on va regagner Aix-en-Provence par Céreste, qui est une, je précise, à l'époque, Céreste est un évêché. Vous voyez, donc, si vous ne connaissez plus Céreste aujourd'hui, vous avez du mal à y voir un évêché, c'est comme ça. Hein. Bon, donc, cette modification-là, elle est liée à la fois au brigandage de l'époque, ça c'est sûr, mais aussi au fait que si vous connaissez un peu la région de Brignoles, Brignoles, c'est en fait une sorte de grande lagune. Et là, il y a de l'eau. Même aujourd'hui, dans certains secteurs de Brignoles, en hiver, l'eau stagne en permanence et noie les vignes. Et à cette époque-là, imaginez alors ce que c'était, alors aujourd'hui nous sommes dans une période sèche, ce que c'était dans une période humide. Voilà, ça c'est une raison aussi qui a modifié le point de vue. Ah, celle-là? Ah ben voilà, tenez, le monsieur il a raison. Bon, alors... Tout ça pour le même soleil. Alors, demain nous avons travaillé cette question-là avec mon équipe. Oh, ça va bien vite, ça. Voilà. Avec mon équipe, il y a pas mal d'années, on a défendu notre hypothèse, elle a été reconnue, ensuite justifiée. Je suis allé la présenter dans un colloque sur les bords du lac de Neuchâtel, mais c'était tenu à Neuchâtel même d'ailleurs, un colloque international sur l'occupation du sol à l'époque romaine, et nous faisions l'inventaire des sites archéologiques de l'ouest de la Loire. Et on s'était rendu compte que par exemple dans la plaine du Bossé, alors le Bossé, c'est en gros ici, de ce côté-là, et de ce côté-ci, c'est Evnos. Et vous avez la rivière de la Reine, qui coule ici, hein, voilà. Et ici, vous avez le ravin du Destel. Bon, là, c'est la plaine de l'ensemble. Cette plaine, vous voyez, est occupée par des exploitations agricoles en quantité. Or, pour cette époque, je vous dis, où le climat est beaucoup plus humide, voilà en gros ce qu'on connaît. Bon, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que les zones basses sont des zones qui sont devenues lagunaires. Et de ce fait, il a été impossible de s'y installer. Voilà un élément quand même majeur à prendre en compte. Ensuite, nous avons également une période qui est relativement tranquille, relativement calme, façon de parler, hein, avec l'époque romaine, vous savez, on parle toujours de la Pax Romana, ce qui est archi faux. Il n'y a jamais eu de Pax Romana au sens vrai du terme, mais disons que par rapport à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après, on peut considérer que c'est la paix, oui. Hein, c'est une paix armée. Bon, ce qui est intéressant surtout, c'est que toutes les terres sont touchées. Toutes les terres, comme je l'ai dit, et donc on a ces invasions qui vont commencer à nous poser des problèmes. Les Alamans en particulier vont passer le Rhin, franchir toutes les limites romaines et autres, et descendre vers le sud, jusque dans le Rhône. Donc ça va loin tout ça, hein. C'est extrêmement dangereux. On arrivera à les stopper. Ils reflueront, ils repartiront en Germanie, et puis on verra ensuite ce qui se passera. J'y reviendrai. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que ils sont allés jusqu'à Arles quand même, en descendant le Rhône. Ils n'ont pas passé Arles, ils ne sont pas allés plus loin. Hein. Ils sont ensuite allés en direction de l'Espagne, et là, en Espagne, ils sont allés jusqu'à Tarragone. Et de là, ils sont repartis. Bon, donc laissons de côté, mais c'est quand même un élément important, c'est la période donc des invasions barbares, qui vont conduire les empereurs romains à scinder l'Empire en deux parties. Une partie qui est à l'est, ici, et l'autre partie à l'ouest. Ces deux parties vont être les composantes nouvelles de l'Empire romain à l'époque de Dioclétien. Dioclétien, c'est un général qui est devenu empereur, et il a choisi ce système pour défendre l'Empire. Lui, il s'installe
il s'installe donc ici, où il est au plus près de certains combats, et il envoie un de ses généraux, comme Auguste, lui se déclare César, l'autre comme Auguste, de l'autre côté, du côté de Rome. Et celui-ci va aller s'installer à Trèves, lui aussi au plus près du danger. Donc au plus près du danger venant par exemple ici des Goths, et ici des Alamans. Et le système est un système qui tient la route, si on veut, à condition que les deux têtes soient d'accord. Et bien évidemment que vous comprenez fort bien qu'au bout d'un certain temps, ça ne marchera pas sur des roulettes, et qu'il faudra régler tout ça. Et c'est ainsi que Constantin, par voie de conséquence, va se retrouver en but à d'autres Césars, puisque maintenant on va subdiviser le système en 4, c'est-à-dire que là où il y avait simplement un César et un Auguste, il y a 2 Césars et 2 Augustes. Un pour chaque côté. C'est à ma droite le plus fort, à ma gauche le plus fort, et les deux ensuite se battent. Bon, alors, Constantin a réglé les comptes avec une des paires de César et d'Auguste, et il réglera ensuite ses comptes avec son Auguste à lui. Total, il devient empereur, et c'est lui qui créera donc Constantinople. Je vous rappelle, parce que c'est la ville de Constantin, c'était Byzance autrefois. Voilà donc notre personnage qui apparaît et qui est un empereur de premier ordre, Constantin. Alors, Constantin, lui, il est donc installé en Gaule, dans un premier temps, à Trèves, mais il laissera Trèves rapidement de côté pour aller sur Arles. Il s'installera à Arles quelque temps, et ensuite, il s'apercevra que l'ennemi, éventuellement, c'est plutôt du côté de l'Est, il faut aller le chercher. Il ira donc s'installer plutôt sur Byzance, devenue Constantinople. Voilà, le problème fondamental de cette période est ainsi. C'est-à-dire que l'Empire romain a atteint son maximum d'ampleur, il faut le défendre. Et on va créer tout autour ce qu'on appelle le limes, c'est-à-dire les limites, les frontières qu'il va falloir défendre. Limes du Rhin, limes, par exemple, de ce qu'on appellerait nous le Sahara, etc., etc. Donc l'ennemi vient du sud, de l'est et du sud, de l'ouest. Pardon, de l'ouest, excusez-moi. De l'est et du nord. Voilà, ce sont tous des points qui sont extrêmement importants quand même à retenir. Bon, ici, simplement pour rappeler, à gauche, vous avez le sarcophage d'Hélène, la mère de notre ami Constantin. C'est pour ça que j'ai marqué Constantin et sa famille. Hein. C'est sa mère. J'ai photographié le sarcophage donc à Rome, l'année où on y est allé, et à droite, vous avez une monnaie d'or de Constantin lui-même, Constantin le Grand, évidemment. Voilà, donc, lorsque nous réfléchissons un peu à tout ça, voici comment se présente la situation maintenant. Quand on est dans notre région, vous avez les Alpes-Maritimes. Ça, c'est l'ancienne province des Alpes-Maritimes que les Romains avaient créée. À gauche, vous avez la Narbonnaise. La Narbonnaise a été divisée en deux. Une Narbonnaise deuxième, une Narbonnaise première. La première, c'est toujours Narbonne. Hein. La deuxième, c'est Vienne. Et ici, nous avons les Alpes-Maritimes avec Cemenelum, c'est-à-dire Cimiez, fondamentalement. Voilà comment la Provence se présente. Donc elle est grande, elle est vaste. Hein. Quand on vous dit les nuits de la Provence, quelles sont-elles? Puis là on vous dit elle s'arrête à Gap. Vous apercevez que Vienne, ce n'est pas Gap quand même. Bon, alors ceci c'est quand même intéressant de voir. Et lorsqu'on continue, là c'est une succession d'empereurs, je vais les passer rapidement parce qu'en définitive, ce n'est pas tellement ça qui est important, c'est surtout le fait que ces hommes sont à la fois en train de se battre entre eux, et puis en même temps de se battre contre des ennemis extérieurs. Et là, on complète la chose en créant de nouvelles cités, et à l'intérieur même de ce que j'ai montré tout à l'heure comme étant la Narbonnaise seconde, vous avez maintenant Apt, vous avez Riès, vous avez Forum Iulii, vous avez Gap. Alors Ségeste a disparu, porte un autre nom maintenant, et Antipolis, c'est Antibes. Voilà, ça ce sont de nouvelles créations qui sont très récentes et qui complètent la donne dans ce secteur. Alors que Vienne garde tout le reste, et vous remarquerez une chose, c'est que la Viennoise, regardez là, elle va
on ne le voit pas, mais jusqu'aux îles d'Hyères. Elle englobe Arles et Marseille. Donc c'est quand même un élément qu'on est obligé de considérer comme quelque chose d'important, d'autant plus que c'est une époque où, par le biais de cette force de Constantin en place, on va avoir une embellie magnifique. C'est le moment où, au IVe siècle, la Provence redémarre. Tout redémarre. Alors qu'on pensait que c'était le Bas-Empire, tout allait décrocher, que plus rien n'allait marcher. Au contraire, le IVe siècle, c'est une belle époque qui commence, et le Ve siècle montrera encore plus de beauté. Donc c'est plus de réussite que l'archéologie a montré, et puis aussi que les études des textes ont montré. Alors, malheureusement, c'est la grande évasion, nous sommes en 406-410, là, il faut faire face à des adversaires beaucoup plus importants que d'habitude. La Provence est à l'abri. Vous voyez que les invasions ne touchent pas pratiquement la Provence, sauf dans une phase finale, ici. Mais en général, s'étalent plutôt vers le nord de la Gaule, vers le sud de la Gaule, vers la partie orientale de l'Empire, l'Italie en particulier, l'Afrique du Nord, mais grosso modo, la Provence n'est pratiquement pas touchée. Ça paraît surprenant, ça, et quand elle sera touchée, ce ne sera que l'ouest de la Provence, c'est-à-dire Arles, essentiellement. Ça aussi, c'est un point quand même qui est important. Disons que tout va se terminer en 452, et là, en 452, on pourra dire que la Provence elle-même sera incluse dans le système des Burgondes en particulier, qui maintenant dominent. Ce qu'on appellera la fin pratiquement de l'Empire avec l'installation des peuples barbares. Et voici comment s'organise cette France prochaine, mais qui s'appelle encore la Gaule, si on veut. Regardez jusqu'où elle va. Nous sommes là, ici, sur la Frise, directement. La Thuringe est ici, la Saxe est ici. Donc ici, vous avez des États germains, pratiquement tous germains, et le mieux, c'est cette région-là, qui est dominée par les Visigoths, jusqu'y compris la Provence. Les Visigoths, qu'on considère bien sûr comme des barbares, vous êtes d'accord avec moi, Visigoths, Ostrogoths, etc., sont des chrétiens. Pas de chance, ce sont des chrétiens. Ceux qu'on considère comme les rois de l'époque sont les Francs, sont des païens. Et c'est ça qui est fantastique à cette époque-là, c'est que on va voir s'opposer des chrétiens entre eux, les uns ariens et les autres pour le pape, et ceux qui seront pour le pape, qu'on appelle les catholiques, ou plutôt les orthodoxes, ceux qui suivent la doxa, ceux-là vont faire appel à qui? Aux païens, pour battre les autres. Et c'est comme ça qu'on verra les catholiques, les chrétiens catholiques, appeler à leur secours les francs païens. Bon, Clovis, le franc chrétien, soi-disant, nous n'allons pas trop loin quand même dans la démarche. Les francs païens vont venir à l'aide des catholiques, chasser les Visigoths du sud de la Gaule, et ils partiront en Espagne, où ils créeront un empire visigothique. Un des rois, vous le connaissez, c'est Roderick. Il est bien connu, on en a parlé souvent à certains moments. Et c'est donc la fin de la Provence romaine. Voici, je crois que là, maintenant, lorsque la Provence disparaît en tant qu'entité romaine, eh bien, elle nous donne ce que nous voyons sous les yeux, c'est-à-dire cette Provence mérovingienne du milieu du VIe siècle, avec, dans la partie sud, le domaine de Childéric. Nous sommes dans les enfants des Sovis, voyons, Théodebert ici, Clotaire étant au nord. Voilà, nous avons donc trois parties, ça fait un bon sandwich. Un qui tient la Méditerranée, l'autre qui a la partie intermédiaire, et l'autre la partie supérieure. Voilà, en gros, nous avons une Provence qui est posée, et vous allez comprendre que par la suite, quand on parlera du Moyen-Âge, on partira de ça. Parce que le combat va commencer là, le partage du territoire.
Alors, comment est administré l'ensemble? Alors, d'abord, nous avons des cités. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas sur les provinces, on en a parlé. Les cités, par contre, sont intéressantes. Alors, vous avez la cité des Alpes-Maritimes, la cité narbonnaise, la cité et autres, et puis là, à l'intérieur, tout un ensemble cohérent qu'il faut arriver à coordonner. Alors, pour coordonner tout ça, ces cités vont utiliser les impôts pour entretenir ce qu'on peut faire entretenir. D'abord des remparts, ça c'est fondamental, mais aussi les voies de communication, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis ce que vous voyez à gauche, là, en sombre, c'est les ponts, parce qu'il faut franchir des rivières quand même. Alors il n'y a pas que des gués, il y a aussi des ponts. Ça c'est un pont qui se trouvait autrefois dans le Haut-Var, en limite sur l'Erdon, dans la région de Baudouin. Et vous voyez tout à l'heure ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'on a abandonné pratiquement une partie du territoire. Et sur cette partie-là qui nous intéresse, attendez, voilà ici, sur cette partie-là, on a retrouvé à Pignan les restes de l'entretien de cette voie, justement. C'est-à-dire, dans une zone très humide de Pignan, on a retrouvé le dallage de la voie en place, qui se superposait à l'ancienne voie, qui elle était au Cep autrefois, mais qui ne l'était plus à l'époque de l'Antiquité tardive. Et l'habitat va se développer. Vous voyez qu'on a retrouvé, nous sommes là dans l'Antiquité tardive maintenant, on n'est plus du tout dans l'époque romaine. Eh bien, vous avez ici une carte de l'ensemble des voies de communication, des habitats, l'agglomération, village de hauteur, habitats ruraux, etc. Tout est là-dedans. C'est une carte qui ressemble un peu à la carte du Var aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Globalement, les villes d'aujourd'hui sont déjà en place. Et un seul problème se pose, s'était posé du moins, on ne savait pas trop comment le résoudre, c'est celui des habitats de hauteur. Car dans l'ensemble des villes et villages bien connus, dans les agglomérations, je le dis bien, il y a une série de villages qui sont utilisés à l'époque paléo-chrétienne, comme on l'appelle quelquefois aussi, sans qu'on comprenne pourquoi au départ. Si on n'a pas en tête l'idée que j'ai développée tout à l'heure, du brigandage, des guerres, des impacts, des attaques, etc., du danger, mais aussi des inondations. Et vous avez une vingtaine de ces agglomérations comme celle-là. Ici, nous sommes dans le ravin du Destel, dans les gorges de Lioul, et vous avez là un petit site qui fait 1 hectare quand même, mine de rien. Dans ce petit site, vous avez à l'origine un habitat d'époque gauloise, abandonné à l'époque romaine, et qui est réutilisé au 5e siècle de notre ère. Donc en plein dans le contexte dont je parle. Et ici, vous avez une grotte, c'est la grotte de la Béate, une bienheureuse. Quand on dit un béat, en général, c'est un bienheureux peut-être, c'est le bienheureux après un bon repas, ou alors au contraire un peu simple. Bon, et sur les étages que vous voyez ici, il y a des constructions, et en particulier au-dessus de la chapelle, de la Béate, une petite chapelle dont je reparlerai tout à l'heure. Ou alors vous avez surtout l'habitat dispersé. C'est lui qui pose le plus de problèmes. Lorsque on est sur les sites concernés, ici c'est une villa romaine, c'est celle de... Attendez que je vois bien. Là on doit être sur la villa du Grand Lot. Nous sommes à l'ordre de Broussane. Cette villa est une grande villa d'époque romaine, la haute époque romaine, du Haut Empire, une très très belle villa, avec des chais magnifiques. Et puis, elle est abandonnée, et elle redémarre dans l'Antiquité tardive à partir du IVe siècle. Donc vous voyez que l'Antiquité tardive n'est pas une période où on abandonne automatiquement, avec des orientations un petit peu différentes. Alors nous avons dans ceci de grandes modifications. Par exemple, vous connaissez 173 de ces villets à l'époque du Haut Empire, la belle époque du Haut Empire. Ça va chuter ensuite à quelque chose comme 103 au IVe siècle, et à 77 au 5e. Mais ils sont toujours là quand même. Mais je répète, tout dépend ensuite de l'occupation du sol et de ce qu'il est devenu.
Alors au niveau de l'économie, il est difficile de définir exactement comment fonctionnait l'économie de l'époque. On a quelques traces par-ci par-là dans des textes. On sait par exemple qu'à Toulon, on extrait le murex pour faire la pourpre impériale. C'est le seul moment où Toulon est mentionné sur une grande tablette, en dehors des itinéraires anciens. C'est la seule fois où on entend parler de Toulon. On entendra parler de Toulon ensuite pour une raison évidente, c'est qu'il y aura un évêque par la suite. Mais là, il n'y a pas d'évêque à ce moment-là. Et donc, on parle de Toulon. Et on ne sait pas s'il y avait des fouilles de Toulon, par contre, sur la région du carrefour Mayol, etc. Là, oui, ça a parlé. On a trouvé un port, on a trouvé toutes sortes d'aménagements portuaires. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité d'envisager le stockage du vin, le stockage de l'huile, la fabrication d'amphores, etc., etc., etc. Et quand on regarde les épaves trouvées en mer, là aussi, nous avons la certitude, et ça a été le cas pour des productions d'amphores de Portisol, entre autres, que nous avons une utilisation au IVe siècle, au Ve siècle, du transport maritime, puisque nous avons du cabotage qui se fait jour. Ainsi, par exemple, on a trouvé des fragments d'amphores de Sanary sur Toulon, mais on a trouvé aussi sur Agde, Béziers et Naples. Donc ça veut dire quand même que les amphores ont tourné. Il est bien entendu aussi qu'il y a un autre élément qui va changer, et je voudrais en parler parce que ça posait problème. On a vu disparaître, par exemple, les grands dolias, et on s'est dit, tiens, il n'y a plus de dolias. On a vu disparaître, à un moment donné, aussi les amphores. Pratiquement plus d'amphores. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas aux tonneaux? Nous sommes en Gaule. Les Gaulois utilisaient le tonneau. Je vous rappelle, nous avons eu Noémie Le Double qui est intervenue il y a 2 ou 3 ans pour nous parler de la bière. Hein? Or, aujourd'hui, on étudie à nouveau, à fond, l'usage de la bière dans le monde antique, et on s'aperçoit, en fait, qu'on buvait beaucoup de bière qu'on croyait, et que les amphores qu'on pensait être des amphores binaires étaient en fait des amphores à bière. Donc, nous avons aussi le tonneau. Or, on a repris l'inventaire de la statuaire, des dessins, des graffitis, etc., etc., et on s'est rendu compte qu'il y avait souvent, sur les fleuves, remontant le fleuve ou descendant le fleuve, des bateaux chargés de tonneaux. Donc, on utilise les tonneaux. Voilà déjà un point important. Alors, pourquoi est-ce qu'on va disparaître les amphores? C'est pas parce que le commerce ne se fait plus, mais c'est parce qu'il se fait autrement, avec d'autres moyens de transport. Alors, il y a ceci. Vous avez ensuite la crise des débouchés commerciaux, mais ça c'est logique, on est en perpétuel conflit avec des arrivées des wagons entiers de personnages qui arrivent d'Allemagne ou qui débarquent un peu partout. Il est bien évident qu'on va se retrouver avec des circuits commerciaux qui sont plutôt délicats à manipuler. Et de la même manière, à partir du moment où c'est la guerre, la seconde moitié du IIIe siècle, là alors tout s'arrête. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais il y a aussi, et ça c'est Jean-Pierre Moin qui l'a mis en évidence, la modification peut-être des rapports. C'est-à-dire qu'au départ, on a de grands propriétaires terriens qui ont de grands domaines, de vastes domaines, et ce qu'on voit apparaître, c'est des propriétaires terriens qui partagent leur domaine avec des agriculteurs et qui passent des contrats avec eux. Donc, en fait, le domaine est changé. On a, par exemple, c'est le cas à Portisol et à la Gorguette, où les belles villées qui étaient auparavant là, avec en particulier de la mosaïque, etc., sont remplacées par des exploitations agricoles qui exploitent le terroir. Ici, c'est à la Gorguette, ici à Sanary, où vous avez, à l'endroit où il y avait autrefois une huilerie, une cave de vinification. À Portisol, vous aviez une très belle villa, 5000 m² ont été fouillés, hein, avec une partie agricole, une partie du maître. Et dans la partie du maître, vous trouvez des belles pièces de salon, d'accueil, etc. Et bien, on avait mis en place 5 fours à produire des céramiques. Donc, il y a une modification complète. Ça veut dire que
des parties du domaine sont changées, transformées, etc. Et ces relations-là, c'est le hic qu'on avait essayé de définir, qu'on n'avait jamais trouvé, et qui correspond à ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. C'est ce qu'on va retrouver au Moyen-Âge, avec les serfs d'un côté, par exemple, et puis les seigneurs de l'autre, ou avec les hommes libres d'un côté, les esclaves de l'autre, dans certains cas. Alors, il existe également des parties qui vont être louées. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'est par exemple une partie du domaine est exploitée par les esclaves, l'autre partie est exploitée en direct par le maître. Ça, c'est ce que le schéma de tout à l'heure. Ici, c'est beaucoup plus précis. On loue le domaine à un métayer et soi-même, on garde une partie de son domaine. C'est également quelque chose qui est ressorti des textes que jusque-là, on n'avait pas exploité à fond. Alors, si vous voulez, je vais aborder maintenant un problème qui est fondamental, parce que c'est quand même lui qui va être majeur pour cette période, c'est la religion. L'Antiquité tardive, si je vous dis que c'est là où la religion chrétienne est apparue, vous me direz, c'est pas possible, elle est apparue bien avant. Mais... Oui, mais c'est là où c'était structuré, ce qui n'est pas tout à fait pareil. De religion qu'elle était de bas étage, si on veut, pour ce qui était de l'époque romaine, c'est une religion qui était celle du plus pauvre peuple et autres. Elle va devenir la religion des grands, au point que les empereurs se proclameront chrétiens. Chose impossible à l'époque romaine antérieure. Donc là, nous sommes en présence de quelque chose de tout à fait nouveau. La mission commence véritablement. Et à quelle époque? Écoutez, en 314, l'empereur Constantin va convoquer un concile. Il n'est pas encore chrétien, je précise. Mais il veut maîtriser l'Église chrétienne parce qu'il sait que c'est avec celle-là qu'il va gagner. Les chrétiens à l'époque ne représentent que 10% de la population. Il va jouer cette carte-là. Alors je vous renvoie pour ça à un livre qui est fondamental, c'est celui de Paul Veyne, Car notre monde est devenu chrétien. Il y a un changement notable dans la manière de voir les choses. Un empereur qui, pour prendre le pouvoir sur tout son empire, qui est partagé entre des multiplicités de petits cultes, de grands cultes, de tout ce que vous pouvez envisager, va jouer la carte d'une religion, une seule, et celle qui est minoritaire. Et là, il la faire monter en mayonnaise. Et c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir à l'esprit. Si vous ne pensez pas ça, vous ne comprenez pas aussi ce cher Constantin. Il n'était pas chrétien du tout, mais il a compris que le christianisme était une manière d'unifier l'ensemble de l'Empire romain. Et il fallait le faire. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. La contradiction, c'est qu'ensuite, il voudra quand même dominer la religion, c'est-à-dire qu'il ne reconnaîtra jamais le pouvoir au-dessus de lui de la religion. Lui commande aux religieux, et lorsque les deux empires se sépareront, le premier disparaîtra à l'ouest en 476, l'autre continuera jusqu'en 1453, le second empire, façon de parler, le second empire romain, c'est-à-dire celui d'Orient, qui deviendra byzantin, aura toujours à cœur d'avoir à sa tête d'abord le représentant qui est le représentant civil, c'est-à-dire l'empereur, et l'empereur, au-dessous de lui, aura les représentants de l'Église. Il est le chef de l'Église. C'est ce qu'on retrouvera dans d'autres religions, dans d'autres mécanismes religieux, et en particulier, les luttes qui se déclencheront seront des luttes souvent de conflits entre qui domine qui. Est-ce que c'est le pape qui fait le roi, ou est-ce que c'est le roi qui fait le pape? Voilà, en gros, vous avez compris le problème qu'on va retrouver jusqu'à la Révolution pratiquement chez nous. Voilà, donc la religion, c'est un phénomène qui est relativement important à cette époque-là, et il faut reconnaître que quand on voit les sarcophages, c'est quand même un moment très fort. Regardez la signification qui est sur le sarcophage, c'est une signification tout à fait chrétienne. Ici, c'est le sarcophage de la Gaillonne. Alors, on avait dit toujours que c'était le sarcophage le plus ancien de Provence. C'est une erreur, on n'a pas de date pour lui, en fait. Donc, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il est ancien,
mais peut-être pas le premier de Provence en tout cas, il n'appartient pas en tout cas au premier état de la région provençale au IIIe siècle. Je le précise tout de suite. Alors, ce qui est assuré en tout cas, au point de vue datation, c'est par exemple l'église d'Arles. Celle-là, on la connaît, elle est datée de 254. On sait qu'elle est suffisamment puissante pour que l'empereur y réunisse un concile en 312. Et qu'en plus, quand on regarde ce concile en 312, la Provence, à elle seule, amène 6 évêques. La Gaule, dans son ensemble, élargie à ce qu'on appellerait la Belgique, et même une partie d'Italie et l'Espagne, n'en apporte que 9. Donc, la Provence est vraiment au cœur du débat, d'autant plus que l'empereur vient de s'installer un moment à Arles, et il y laisse en permanence la préture, ou le prétoire, si vous préférez, des Gaules. C'est-à-dire que se trouvera là le gouverneur en chef, si vous voulez, de la Gaule. Donc la Provence est un élément important, un atout majeur dans l'escarcelle de cette époque. Voilà un moment donc fort qu'il faut retenir, et c'est en même temps aussi à cette époque que débute le monachisme, ou monachisme, peu importe la manière de prononcer. Ici, Saint-Honorat de Lérins, une sortie qu'on a faite il y a quelques années de ça, la photo est prise à ce moment-là, et une autre photo prise il y a très longtemps lors d'une sortie qu'on a faite avec l'association, mais ça c'était en 2004 ou 2005, à Saint-Victor à Marseille. Donc, Saint-Honorat crée Lérins entre 400 et 410, ça précède de très près Saint-Victor, et Saint-Victor est créé par Saint-Cassien à Marseille, et on connaît la date, 415. C'est un moment fort également, ça, le démarrage des moines dans les alentours des villes. Parce qu'ils ne s'installent pas dans la ville elle-même, ils s'installent en périphérie. Saint-Victor aujourd'hui est en plein dans Marseille, si on veut, mais regardez bien Marseille. Marseille, c'est d'abord de l'autre côté du port, face au soleil. Le côté de Saint-Victor, lui, il est dans l'ombre. C'est là sur les cimetières, d'ailleurs. Quand vous avez Saint-Pierre-du-Paradis, par exemple, quand vous avez Paradis, en général, il y a un cimetière dessous. C'est ou un cimetière, ou par contre un paradou, c'est-à-dire un parloir où on faisait les cuirs et autres. Mais enfin bon, peu importe. Le paradis, en tout cas, c'est toujours un cimetière ici autour d'une abbaye. Donc nous avons là 2 abbayes fondamentales, pour nous en tout cas, Lérins à l'est de Toulon, et puis Saint-Cassien à Marseille, à l'ouest de Toulon. Voilà ici 2 créations qui vont également marquer leur époque, parce que chacune de ces abbayes va développer d'autres abbayes filles. Et voilà en gros comment s'affirme l'église provençale. C'est une église qui va faire en sorte que on gagne d'abord dans les villes, puis en périphérie, et petit à petit, en progressant, en créant des paroisses rurales, en créant des structures telles que les monastères, on va gagner également des populations dans l'intérieur du pays, en particulier dans le monde rural. Et ça, c'est quand même important, surtout que nous avons une preuve de ça. Là, nous sommes à Sisteron, là, côté Sisteron. Vous avez cette pierre écrite de Saint-Genès en Bromont. C'est donc pas loin de Sisteron. Il faut monter carrément sur des plateaux qui dominent Sisteron. Et là, vous avez dans la montée, le long de la route, qui est très étroite, cette pierre écrite. Et cette pierre écrite est en fait un extrait de vous l'avez ici, c'est la cité de Dieu, vous l'avez en latin, loco, oui, nomene Theopoli, c'est-à-dire la cité de Dieu. C'est un lieu, le propriétaire terrien qui possédait cela avait purement et simplement appelé son domaine la cité de Dieu. Et on est persuadé maintenant qu'il lui-même était en relation avec Saint-Augustin de l'autre côté. Et que les deux ont dû échanger des courriers. Il faut vous dire que le courrier ne mettait pas 24 heures pour arriver. Bon voilà, c'est quand même intéressant parce que ça montre que les élites provençales, qui sont loin, très loin des villes, sont touchées aussi par le christianisme. Et c'est pour cela aussi qu'au VIe siècle, on considère que maintenant, c'est le temps
du christianisme, le temps de la chrétienté. C'est l'ensemble de la Provence va se doter d'un décor chrétien. Ce décor chrétien, vous allez voir, ça peut être du baptistère. Alors ça, c'est celui de Fréjus, mais vous avez celui de Ries. Et je présume que si un jour on doit aller vers Ries à nouveau, on ira plus en détail avec notre ami Philippe Borgard, qui va nous parler justement des alentours de Ries. Et rappelez-vous que tous ces baptistères sont bâtis sur le même mode opératoire, hein, en polygone, avec des arcatures, etc., avec le bassin central, et isolé de la cathédrale. Les cathédrales, alors celle-là, vous vous en souvenez, on a fait un voyage en plein Mistral à Vaison. Hein. La photo, je l'ai prise à Vaison, c'était l'année dernière. Hein. Vous remarquerez l'arbre qui est devant, les feuilles qu'il a, les fleurs qu'il a. Hein. Bon, ça c'est la cathédrale de Vaison. Vaison qui a sa cathédrale à cette époque. De la même manière, la petite chapelle de Saint-Estève, je vous ai montré tout à l'heure dans les gorges de Olioul, ce petit village de Saint-Estève qui existe à cette époque-là, eh bien, nous avons une petite chapelle qui est dédiée, on ne sait pas à qui, on l'appelle Saint-Estève parce qu'il y a un oratoire dédié à Saint-Estève, mais on ne sait pas quel était le saint à qui était vouée cette chapelle. En tout cas, cette chapelle, là, voilà, elle est toujours en ruine, elle a été réoccupée au Moyen-Âge, mais les fouilles qui ont été conduites dessus ont montré qu'elle avait bien été occupée au IVe et au Ve siècle de notre ère, donc en pleine antiquité tardive. Et de la même manière, les monastères. En fait, c'est joli quand même, quand vous promenez à travers la Provence, vous avez des églises, vous avez des cathédrales, vous avez des baptistères, vous avez des monastères, et puis vous avez des cimetières. Et ça, c'est nouveau aussi, ces cimetières, groupés autour d'un lieu religieux, une église, une cathédrale, en général la cathédrale, mais aussi ce qu'on appelle le mémorial, c'est-à-dire la tombe d'un saint. Et là, vous avez l'un des plus beaux qui a été découvert il y a quelques années, c'est près de Saint-Victor, à Marseille, dans la Laval, par Manuel Moliner, qui a fait la fouille avec d'autres. C'est lui qui a fait la photo. Vous voyez, vous avez les sarcophages qui sont groupés à proximité de la tombe du saint, ou du présumé saint, je précise tout de suite, hein, parce que ça n'arrive par exemple, on a une église Saint-Nazaire qui est héritière directement, ou indirectement plutôt, d'un petit prieuré de Saint-Victor de Marseille, qui s'appelle lui-même Saint-Nazaire, et qui est bâti sur des tombes paléochrétiennes. Ça fait rêver quand même. Hein. Alors, l'évêché de Toulon, justement, va nous poser, justement, une des clés. Pourquoi cet évêché de Toulon? Lui m'intéresse beaucoup, évidemment, parce que c'est un évêché un petit peu oublié de par le monde. On se demande à quoi il a servi, un commissaire. Finalement, il y a Fréjus, il y a Marseille, puis il y a faire Toulon en plein milieu. Toulon, c'est rien du tout, c'est tout petit, c'est minuscule, quoi. Eh bien, Toulon, c'est pas si innocent que ça. D'abord, c'est un lieu qui se trouve à mi-chemin, si on veut, de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'il contrôle un espace qui, lui, est défini par le tombeau de Gien, si on veut, d'un côté, et de l'autre côté, par le Cap Sissier. Et au-delà, jusqu'à Saint-Cyr, grosso modo, vous avez un espace relativement intéressant. Donc, Toulon, c'est important, mais ça ne suffit pas quand même pour que ça puisse vivre jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez. C'est tout simplement parce qu'il y a un évêché qui est créé là. Nous sommes dans le territoire d'Arles, qui est héritier du territoire de Vienne. Nous ne sommes pas dans le territoire d'Aix, comme le sont justement les autres. Et donc, partant de là, comme nous sommes dans le territoire d'Arles, c'est l'archevêque d'Arles qui impose cet évêque à Toulon. Et cet évêque de Toulon va damer le pion en permanence à Hyères pour la suprématie dans ce secteur. Ce qui fait que Toulon dominera toujours, alors que c'est Hyères qui a les meilleurs endroits. C'est l'héritier de tout ça. Alors les sépultures, quant à elles, sont extrêmement intéressantes. La première de toutes, les choses qu'on va rencontrer, c'est le chrisme. Le chrisme, c'est cette croix qu'on trouve dans des vases. Celui-ci est intéressant parce qu'il a été découvert en 1966 par des spéléologues
dans un aven du Broussan. Cet aven est appelé aven de la Baïse. Vous me direz la Baïse du tonnerre, je ne veux pas dire, mais c'est pas tout à fait un nom d'ici. C'est seulement parce que c'était des spéléologues qui étaient des marins du navire, du bâtiment de la Marine nationale, qui s'appelait la Baïse. Et comme ils avaient découvert ce site, cet aven l'avait défini comme étant aven de la Baïse. Voilà. Et c'est ainsi qu'ils nous ont ramené un jour au centre archéologique du Var ce plat intact d'époque paléo-chrétienne, donc du 5e siècle. Quand on l'a vu, bon, il a été stocké dans un premier temps, après on a essayé de reprendre sur le terrain les empreintes de ce qu'ils avaient laissé comme passage, on n'a pas retrouvé. Un jour, 2 ou 3 d'entre eux sont revenus, et 20 ans plus tard, on est allé sur le terrain avec le comte d'Orne, puisque c'était sur le domaine d'Orne, au centre où il était trouvé. Lui, il connaissait aussi le lieu, et lui-même ne l'a pas retrouvé. Alors, quand Marc d'Orne, qui est un grand chasseur à l'époque, n'arrive pas à retrouver un lieu, c'est que vraiment le lieu a disparu. On a pensé que, en élargissant une voie, on a dû noyer la veine, et donc tout est revenu dans l'ordre et à l'abri, bien à l'abri. On avait peur, bien sûr, que ce soit pillé. Alors c'est une tombe, c'est certain. Alors, ceci vous dit pour vous inviter à réfléchir au type de tombe qu'on trouve à cette époque-là. Certains sont connus avant, mais d'autres ne le sont pas du tout. Alors, par exemple, les sarcophages. Il y a énormément de sarcophages qui apparaissent à cette époque-là et qui seront sous mausolée. Il y a énormément de tombes maçonnées, vous verrez tout à l'heure ce que c'est, des sépultures sous tuiles, ça c'est nouveau. Des sépultures dans des amphores, ça c'est nouveau. Des sépultures dans des cercueils en plomb, ça c'est nouveau. Et des tombes en pleine terre. Ça c'est un peu moins rare, mais c'est quand même relativement nouveau. Tout simplement parce que, à partir du IVe siècle, on ne fait plus de crémation. La religion chrétienne qui se met en place interdit la crémation. Et donc, ce ne sont plus que des inhumations. Et toutes ces tombes, donc, sont des tombes qui sont des tombes chrétiennes, avec des personnages en entier allongés. Alors, vous avez en haut le mausolée de la Trinité à Canas, qui maintenant qui a été une chapelle. Il est propriété actuellement du centre archéologique du Var que je dirige. Nous l'avons nettoyé, aménagé, le faisons visiter chaque année. En dessous, à droite, c'est la crypte de Saint-Maximin, avec les sarcophages qui s'y trouvent. À l'origine, c'était en fait un mausolée. Je précise tout de suite qu'un de ces sarcophages, en 1279, sera fouillé devant les évêques, un aréopage d'évêques, par Charles le Boiteux, le petit-fils de Charles Ier d'Anjou, qui trouvera les restes de Marie-Madeleine. Ah ben, il y a eu la sanction de l'Église, hein, il y avait plein d'évêques autour de lui, ils ont trouvé même un papier dedans, un parchemin, je dis papier, excusez-moi, un parchemin, sur lequel il y avait marqué ici J, Sainte-Madeleine, en bon latin. Bon, alors, les cercueils de plomb, voilà, ça c'est une découverte qui a été faite par l'INRAP à Nîmes en particulier. Ça aussi c'est nouveau. Quelquefois ils étaient recouverts de tuiles ou de pierres. Puis vous avez les tombes bâties. Alors celle-là est très, très intéressante, c'est une tombe d'enfant. Un enfant qui doit une dizaine d'années, même pas, 7 ans je crois. Elle se trouve à Saint-Cyr, dans la villa dite de Torrenton. Et l'enfant s'appelait Gaudentius, qui joua, qui aima et puis qui mourut. Il y a une dédicace superbe. Elle a été pillée malheureusement il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Des gens qui ont pris les ossements. C'est complètement farfelu, alors qu'elle est dans l'enceinte du musée, à l'abri, etc. Bon, la dédicace en tout cas est très nette et très belle. Alors, si vous y allez jeter un coup d'œil, quand même, ça vaut la peine. Et puis, vous avez là les tombes sous tuiles. Alors, les tombes sous tuiles, elles apparaissent au IIIe siècle, et au IVe siècle, on va les faire en bâtière, c'est-à-dire comme des toitures de maison. D'ailleurs, vous voyez, on reconstitue la toiture de maison avec des tuiles plates, ce qu'on appelle les tégulas, et puis des tuiles couvre-joints, qui, elles,
reconstitue la maison. Alors, sur la tombe de droite, vous voyez qu'il manque les fêtières, elles ont été enlevées, mais sur la tombe de gauche, là où se trouve Cathy, vous avez des fêtières en place. On voit bien qu'ils recouvrent la partie sommitale des joints. Donc en fait, on reconstitue la maison, tout simplement. C'est une sorte de sarcophage, si vous voulez. Et ces tombes-là, on va en trouver en quantité phénoménale dans le monde qui est le nôtre. Voici une tombe. Ça, c'est à Arles, cette fois-ci. De nouveau, c'est une découverte qui a été faite par l'INRAP. C'est une tombe d'enfant dans une amphore. À Toulon, quand on a fait les fouilles des nécropoles qui se trouvent autour de la cathédrale, nous avons commencé en 1978, nous avons trouvé des dizaines et des dizaines de tombes au total, entre la place Puget et les rues alentours. Il y avait plusieurs tombes comme cela, parce qu'il faut se mettre dans la tête que à cette époque, il y avait une mortalité infantile énorme. Beaucoup de femmes mouraient également en couche, et il y avait également des épidémies de peste, de choléra et autres. Donc il y avait beaucoup de morts, mais surtout les enfants. Les études qu'on a pu faire sur les enfants ont montré justement qu'ils avaient été souvent touchés par des maladies de ce genre. Et puis il y a les tombes en pleine terre, quelquefois recouvertes de tuiles comme ça rapidement, mais des corps déposés, en général à plat, comme ceci, mais soit avec un linceul, soit sans linceul. Quand il y a un linceul, en général, on trouve les broches pour tenir le linceul. Quand on trouvait ces broches, c'est que le corps avait été enveloppé. Et quand il n'y en a pas, c'est qu'il a été placé comme ça, tout simplement. Alors là, les tombes que vous avez vues avant et celles-ci, ont toutes été trouvées dans une nécropole à Pignan. Et oui, parce que Pignan, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait refait la route entre le Luc et Toulon. Et bien Pignan a développé à cette époque-là une grande agglomération secondaire, ce qu'on appelle le vicus à l'époque romaine. Et dans ce vicus, il y avait des habitants et il y avait des morts. Il fallait bien les mettre quelque part, ces braves gens. Alors, l'état sanitaire de la population est assez délicat à gérer. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, les tombes d'inhumation n'apparaissent qu'avec l'Antiquité tardive. Avant, il n'y en a pratiquement pas. Autrement dit, le nombre d'incinérations domine. Et les études que l'on peut faire sur les os en particulier, pour définir certaines maladies, manquent énormément dans l'Antiquité, au sens noble du terme. Mais dans l'Antiquité tardive, en revanche, là, on commence à développer une étude des ossements trouvés dans les tombes, et on commence à définir de quel type de maladie avaient été atteints les morts. Autrement dit, ça peut être des dégénérescences, tout simplement, mais ça peut être aussi des accidents. Ça pouvait être des maladies très particulières, et c'est grâce justement à cette recherche qu'on a pu définir cela, à tel point qu'on en est venu à penser que ces gens-là mouraient facilement quand même, etc. Mais comme on n'a pas les autres, et qu'on ne peut pas étudier les autres, qu'on ne sait pas comment ils sont morts, c'est très difficile d'arriver à dire quoi que ce soit à ce sujet. Donc, nous avons là une ambiguïté. On a souvent jugé l'Antiquité tardive aux morts de ces tombes, alors que dans les autres cas, on n'a jamais les morts dans les tombes. On n'a que des cendres et quelques ossements brûlés, qui n'apportent plus rien au point de vue d'explication. C'est l'étude de ces ossements qui fait parler. Et là, nous avons un élément intéressant, c'est le personnage que vous voyez. Les parties noires font apparaître une maladie très particulière. C'est une tombe qui a été trouvée à Hyères, au-dessus d'une nécropole qui domine la mer. Et là, c'était une femme qui était morte alors qu'elle était enceinte. Et elle est morte vraisemblablement en couche et son enfant est mort également. Donc il y a une étude qui a été faite sur elle. Et cette étude a montré que son enfant était mort de la... Allez, je vous le... La syphilis. L'enfant était mort de la syphilis. Et la mère en avait aussi apporté également des stigmates. Quand les parties noires du squelette, que vous voyez là, sont toutes des éléments traceurs de la syphilis. Alors au Centre archéologique du Var, après cette découverte, on a organisé avec un Hongrois, Georgi Palfi, qui est spécialiste de cette recherche,
des colloques internationaux, parce que ça posait un sacré problème, ça, d'un coup. Hein, la syphilis qui apparaît là, alors que c'est une maladie qui est réputée avoir été amenée par les conquérants de l'Amérique au XVIe siècle, en Europe. Et on a, au cours de ces colloques, on s'en a rendu compte que ceci était clairement défini dans les textes déjà. On savait qu'il y avait eu des cas de syphilis qui étaient apparus autrefois dans l'espace européen, bien avant l'arrivée par l'Amérique. Donc en fait, cette découverte a déclenché un processus, mais est-ce que c'est arrivé à ce moment-là, ou est-ce que ça existait déjà avant? On n'en sait rien à la mesure où on n'a pas d'éléments dateurs pour le reste. Le reste, c'est impossible de le définir puisque tous les morts ont été brûlés. Donc, on sait qu'on sait en tout cas, c'est que la syphilis était répandue, ça c'est sûr, à ce moment-là. La mère n'en était pas morte, elle est morte en couche, elle, par contre, mais l'enfant, lui, était déjà mort. C'est donc quelque chose qui est assez particulier et qui nous a mené à réfléchir à tout ceci. C'est l'inhumation qui est parlante et non pas l'incinération. Voilà. Pour ma part, j'ai fait tout mon tour. C'était pas toujours facile de simplifier une phase comme celle-là. Hein, et nous terminons sur cette belle photo que j'ai faite il y a quelque chose comme 10 jours, qui complète la première que j'avais faite au même moment, d'ailleurs, mais un petit peu plus tard.